Michel Topman, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et nous vous avons sollicité parce qu'il faut bien avouer que la tension grimpe dans le Golfe Persique. Les déclarations des responsables iraniens grimpent aussi en intensité et on va dire en forme de provocation, puisque les Iraniens ont affirmé qu'ils allaient bientôt dépasser le fameux seuil des 300 kilos d'uranium enrichi qui leur était autorisé d'après l'accord de Vienne. Et toute cette situation provoque une certaine inquiétude, il faut bien l'avouer, et que l'on suit bien entendu de très près du côté israélien. À votre avis, est-ce qu'on s'achemine vers une confrontation directe ou indirecte entre les États-Unis et l'Iran ? Écoutez, on est déjà dans une confrontation directe sur le plan verbal, sur le plan diplomatique. Maintenant, la question est de savoir si cela va tourner à une confrontation militaire. Et là, bien évidemment, personne ne le souhaite dans les chancelleries occidentales, ni même aux États-Unis. C'est ça. Et en Iran, les Iraniens, sur le papier, n'ont pas intérêt à une confrontation avec les États-Unis, parce que vous regardez le rapport de force, l'Iran, c'est un petit pays par rapport aux États-Unis. Mais en même temps, leur force, ça peut être justement de jouer des faiblesses des adversaires. Et c'est vrai que le régime islamique iranien est aujourd'hui dos au mur, il est aujourd'hui coincé, et il ne peut pas rester sans réagir. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre pour comprendre justement cette situation, c'est qu'ils ne peuvent pas rester sans réagir. Ce qui se passe aujourd'hui est assez logique. C'était écrit dans le retrait. Ils ne peuvent pas rester sans réagir aux sanctions américaines, à la situation économique. Dès lors que les Américains se sont retirés de l'accord. Oui. Bon, c'est lors que les Américains se sont retirés de l'accord. Les Européens ont tenté de le faire vivre, et les Russes et les Chinois. Mais vous savez, du point de vue économique, quelle est l'entreprise qui prendra le risque de se mettre à dos les États-Unis pour continuer à commercer avec l'Iran ? Même les Chinois n'ont pas mis en place les circuits alternatifs qui auraient permis à l'Iran d'avoir un peu d'oxygène sur le plan économique. Le produit intérieur brut de l'Iran a diminué de 10% en 10 ans. Donc le pays est vraiment, sur le plan économique, a perdu la partie. Ils ont perdu la partie face aux États-Unis. Ils ont perdu ce bras de fer. Maintenant, sur le plan diplomatique, ils essayent finalement, la seule chose qui peut les sauver, c'est d'apparaître comme les victimes, et donc peut-être créer une situation de provocation militaire qui permettrait à l'Iran d'apparaître comme agressé par les États-Unis. Alors, les Iraniens ne veulent pas une guerre totale. Les Iraniens ne veulent pas une guerre qu'ils perdraient et qui pourrait conduire à l'effondrement du régime, mais peut-être une confrontation militaire limitée dans laquelle les Russes siffleraient très vite la fin de partie et dans laquelle le régime iranien apparaîtrait comme finalement dans son bon droit, des gens qui ont été agressés par les États-Unis et auraient peut-être la moitié de la planète de leur côté. Donc c'est peut-être ça l'enjeu de ces prochains jours. Alors, naturellement, lorsqu'on se parle ici à partir de Jérusalem, la question que l'on se pose, et on a vu la réaction de Binyamin Netanyahou d'hier, est-ce que Israël, dans la conjoncture actuelle, risque d'être impliqué dans une éventuelle confrontation, même restreinte, partielle ? Ou alors vous avez l'impression que Binyamin Netanyahou, sachant qu'il a devant lui ou derrière lui l'administration Trump, il n'a pas besoin d'une certaine manière que quelqu'un de faire le sale boulot aujourd'hui ? Alors il y a deux dossiers. Israël est impliqué quotidiennement dans la progression, l'expansionnisme iranien jusqu'en Syrie. Donc ça, Israël est impliqué presque quotidiennement et Israël prend ses responsabilités. Il y a ce front-là qui concerne directement Israël. Le front nucléaire, finalement, ne concerne pas directement Israël. C'est une question internationale. La question de la non-prolifération des armes nucléaires et du respect du TNP que l'Iran a signé, du traité de non-prolifération, c'est une question qui concerne d'abord la communauté internationale. Oui. Alors, je sais bien que le régime islamique iranien menace quotidiennement, verbalement Israël, mais je crois qu'il faut laisser les grandes puissances gérer cette question. Il n'y a pas de danger d'attaque atomique contre Israël aujourd'hui ou demain, ou dans l'année qui vient, puisque là, c'est ça, parce que juste pour préciser, la pression. Oui, pour préciser. La question, c'est ce que va faire la communauté internationale face
aux petits pas des Iraniens, parce que ce sont des petits pas, ils disent qu'ils vont, voilà, quand on passe de 3,67% à 3,68% d'uranium enrichi, on est loin des 90% qui permettent de fabriquer une arme. C'est ça, parce que, alors ça c'est important, c'est-à-dire c'est important de le souligner, cette décision de franchir le seuil autorisé par l'accord de Vienne, ça a une importance, c'est-à-dire ça permet pas, c'est symbolique, ça ne permet pas aux Iraniens de construire dans les prochains mois une bombe atomique. Non, attends, bien sûr. Alors, on considère en général, moi je ne suis pas expert, mais je lis ce que disent les experts, qu'il faut enrichir de l'uranium à 90%, et il faut avoir une certaine quantité d'uranium pour pouvoir fabriquer une arme atomique. Bon. Le traité, l'accord de 2015 a fixé à 3,67% le taux d'uranium enrichi que peut posséder l'Iran. Et puis, à 300 kilos, la masse, le volume, la masse que l'Iran peut posséder d'uranium faiblement enrichi. Okay. Là, ils vont passer le seuil des 300 kilos. Ils vont dépasser de peu. Et ils veulent passer de 3,67 à 3,68. Ouais. C'est un signal symbolique, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'accord. Donc, c'est en ça que c'est important. C'est ça. Mais après, s'ils remontent à partir du moment où ils seraient remontés au-delà de 20%, là, on entre dans un seuil critique, puisque passer de 20% à 90%, ça prend quelques mois. Voilà. Donc, d'ailleurs, l'accord sur le nucléaire a été fait de telle manière que il permet un délai, il y a un délai d'1 an entre la reprise du programme et la constitution et la fabrication de l'arme atomique. Donc, il était prévu dans cet accord un délai d'1 an qui permette à la communauté internationale de prendre des sanctions, d'abord économiques et puis peut-être militaires, contre l'Iran. Donc là, les Iraniens avancent à petits pas. Ils ne font rien d'irréversible sur le plan militaire, sur les questions nucléaires, mais ils sont sortis de l'accord. Un accord dont les États-Unis étaient déjà sortis. Et les Européens se retrouvent finalement un peu entre les deux. Vous savez, comme les enfants quand les parents se séparent, qui disent mais nous on veut pas que nos parents se séparent, mais les parents sont séparés. C'est-à-dire que les Américains et les Iraniens sont séparés, l'accord est déchiré, et les Européens disent il faut maintenir cet accord. Donc là, non, on n'en est plus là. Il faut trouver peut-être un autre type de compromis sur la base d'un autre type d'accord. Mais personnellement, je ne vois pas sur quoi les Américains et les Iraniens pourraient se mettre d'accord aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les Européens sont sur la touche. Ils n'ont aucun moyen d'essayer de recoller les morceaux, de pousser les Iraniens à revenir dans le cadre de l'accord de Vienne. Bah d'abord, vous savez, la situation est extrêmement confuse. J'en parlais hier avec un Iranien. Les Iraniens eux-mêmes sont un peu, les Iraniens qui sont opposés au régime, et c'est quand même certainement la majorité de la population, ils sont un peu désemparés parce qu'ils disent on ne sait pas ce que veulent les Américains. Et c'est peut-être ça la principale question, c'est qu'on ne sait pas ce que veut le président Trump. Dans un premier temps, parfois il dit qu'il veut détruire le régime, il a même dit qu'il voulait détruire l'Iran, après il dit qu'il veut négocier, donc on ne sait pas trop ce que veulent les Américains. Autant... En 2002-2003, par rapport à l'Irak, il y avait des objectifs qui étaient clairs, qu'on peut discuter, dont les résultats n'ont pas été merveilleux, mais il y avait des objectifs clairs. Renverser le régime de Saddam Hussein, créer un effet domino de démocratisation du Moyen-Orient, ça n'a pas marché, mais en tout cas, il y avait un objectif clair. Là, quel est l'objectif des Américains? Et vous savez, la population iranienne est dans l'expectative. Il y a moins de grèves aujourd'hui et il y a moins de manifestations qu'il y a quelques mois, parce que les gens, ils ne sont pas prêts à descendre dans la rue sans savoir le sort qui les attend. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas si les Américains vont attaquer l'Iran, vont renverser le régime, ou vont, dans un mois, dans 3 semaines, négocier comme ils l'ont fait avec les Nord-Coréens. Donc on est dans une situation où je dirais même, avant de demander aux Européens de clarifier leur position, il faudrait que les États-Unis disent clairement ce qu'ils veulent. Et là, on a vraiment un vrai souci. Sur le plan économique, vous le disiez, les sanctions ont un impact, mais est-ce que finalement cet impact il est relativement limité, puisque on ne voit pas justement de soulèvement ou de protestation à l'intérieur de l'Iran de la part de la population iranienne. On ne voit pas de mobilisation, de protestation. Vous le dites, ils sont dans l'expectative, les Iraniens, mais finalement, est-ce que par rapport à cette dégradation de la situation économique, on ne se serait pas attendu à quelque chose de plus ferme ?
Oui, mais on pourrait le souhaiter, mais les choses malheureusement ne fonctionnent pas comme ça. C'est-à-dire, on peut peut-être franchir un nouveau palier dans le durcissement des sanctions, comme l'a demandé ou l'a proposé Netanyahou. Écoutez, d'après ce que me disent les Iraniens avec qui j'en ai parlé, qui sont des opposants, avec qui j'en ai parlé hier, eux, ils disent que le problème, c'est pas les sanctions, c'est le but des sanctions. C'est-à-dire, si les Américains, il me disait même un Iranien, mais ça vaut ce que ça vaut, il me disait à la limite, si les Américains envahissent l'Iran, le peuple pourra se soulever parce qu'il saura qu'il peut renverser le régime. Il disait pas qu'il fallait que les Américains envahissent l'Iran, mais s'il y avait une vraie guerre et que le régime s'effondrait, peut-être que les gens descendraient dans la rue et prendraient leurs responsabilités. Mais là, vont-ils à nouveau descendre dans la rue comme ils l'ont fait en 2009, où ils sont sortis par centaines de milliers, où il y a eu des morts, et puis finalement l'Occident les a laissés tomber. Donc ils sont vraiment dans une situation d'expectative. Le peuple iranien, c'est un peuple cultivé, c'est un peuple qui a une expérience politique, c'est un peuple qui en a soupé de l'islamisme, et la majorité des gens veulent quelque chose qui soit beaucoup plus séparé de leur religion et beaucoup plus sécularisé, beaucoup plus proche des standards occidentaux. Ils sont plutôt des gens qui veulent une démocratie, qui veulent une société de consommation à l'occidentale. Mais justement, parce que ce ne sont pas des foules fanatisées, ils vont pas descendre dans la rue avec les enfants devant pour se faire massacrer par les gardiens de la Révolution. Donc ils sont prêts à des sacrifices, ils sont prêts à se battre, mais pas pour n'importe quoi. Vous voyez, et il faut pas oublier l'expérience de 2009 où les Iraniens s'étaient révoltés après le vol de l'élection présidentielle, puisque Ahmadinejad avait été déclaré vainqueur, alors que très vraisemblablement il était arrivé en 3e position. Ils sont descendus pendant des mois et des mois dans la rue, et personne ne les a aidés, donc ils ont un peu peur de cette nouvelle situation. C'est pour ça que je dis que du côté américain, il faut vraiment clarifier les choses, que veulent les États-Unis, et puis surtout se donner les moyens, parce que sur le plan économique, les Américains ont gagné la première manche, mais comment gagner sur le plan diplomatique si vous n'avez pas un plan, je dirais, militaire, c'est-à-dire qu'il soit crédible, parce que là, les forces militaires qui sont au Moyen-Orient ne sont pas suffisantes pour mener une véritable guerre contre l'Iran, et puis il y a la situation politique, géopolitique. Qu'en serait-il des troupes américaines en Irak s'il y avait une guerre avec l'Iran? Qu'en serait-il de l'attitude de la Russie? Qu'en serait-il des intérêts américains au Moyen-Orient? Donc, je pense que là, on est quand même dans une situation extrêmement dangereuse, extrêmement confuse. Eh bien, Michel Thoman, merci beaucoup de nous avoir au moins, en tout cas, éclairé sur cette situation justement un peu confuse. Je peux rajouter quelque chose? Oui. Oui, juste une chose importante. La différence avec 2003 et l'invasion de l'Irak, c'est qu'en 2003, d'abord, les Américains avaient un objectif clair. Et surtout, les Américains étaient au Moyen-Orient en position d'hyperpuissance encore. Aujourd'hui, il y a la Russie. Et les Américains ne peuvent rien faire au Moyen-Orient sans les Russes, contre les Russes. Il faut au moins la neutralité des Russes. Et donc, on est quand même dans un jeu géopolitique, diplomatique extrêmement compliqué. Merci beaucoup, Michel Thoman, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt.